Chers membres du jury, peuple de Démosthène, chers chargés de TD, oui, il reste un second semestre à passer, vous êtes gentils. Papa. Les idées dominantes sont celles de la classe dominante. Lisez Karl Marx, vous en doutez. Voilà qui est dit comme un constat, comme une fatalité. Comme si rien ne pouvait varier. Ce soir, je tâcherai de démontrer en quoi il avait raison. En quoi les arguments les plus faciles sont souvent les plus trompeurs. En quoi la vérité ne se trouve pas forcément dans la généralité. Les minorités d'aujourd'hui sont parfois les majorités de demain. Demandez aux lettreux. Cependant, vous l'aurez compris, tout n'est pas si simple, comme ce sujet. Les organisateurs du concours Démosthène, que j'affectionne particulièrement, vous savez, je vous déteste, me demandent s'il faut que Marx attaque. Je parle pas de la planète. Pour ceux du fond, c'est autre chose. Me voilà donc en docteur Folamour pour vous livrer ma thèse. J'espère que mon éloquence sera ton opium, peuple de Démosthène. Et si tu réclames du stupéfiant, tu seras stupéfié, ou gonflé, au choix. Complètement drogué, écoutant un apôtre de Marx que je ne suis pas, mais que je défendrai avec acharnement jusqu'ici bas. Il n'y a rien donc d'étonnant aujourd'hui à ce que cette question soit dans toutes les bouches. Regarde coquin. Faut-il que Marx attaque? Il y a derrière cette interrogation une nécessité, une obligation qui se cache. Cependant, pour répondre à cette question, il faut poser une autre question, qui sonne comme une addiction permanente. Pourquoi Marx attaque? C'est surtout Marx, hier soir, qui m'a attaqué. Et se poser cette question nécessite qu'on se pose une autre question. Oui, qui Marx attaque? Vous? Moi? Pourquoi pas? Ce qui implique de se demander qui est Marx. On ne parlera pas de notre ami Thierry, même si nous aimons tous la gastronomie. Oui, vous comprendrez, j'ai passé une sale soirée, surtout à bouffer. Et bien entendu, qu'est-ce qu'une attaque? L'attaque de Marx est subtile, calculée. On le pensait battu, fini, terminé. La crise des subprimes l'a ressuscité. Voilà que nous voyons des pancartes devant le temple de la bourse. J'ai nommé Wall Street, pardon. Des pancartes affichant « Marx avait raison, le con ». Quand même. Marx est de retour. Son empire contre-attaque. Le penseur est partout, tout le temps. Bien loin d'être un homme parmi les autres, Karl Marx était tout à la fois. Historien, journaliste, philosophe, économiste, sociologue, essayiste, théoricien de la Révolution, socialiste, communiste, j'étais de tout déiste. Arrêtez, regarde coquin. Un homme, respectez-le. Enfin, bref, un curriculum vitae long comme le bras. Il traverse les époques depuis sa naissance en 1918, tout le monde s'en fout. Mais surtout depuis qu'il publia son Capital en 1867. Ça vous intéresse. Non plus. Je me sens comme un prof d'économie de première année. On va faire semblant de m'écouter. Ce Capital qui fait peur, qui hante les esprits, celui de la classe politique stigmatise, comme le petit livre rouge avant l'heure, sale jaune. Le capital, c'est tout ce qui est évaluable en argent, le fameux K en économie. C'est la source de nos affaires sans que nous puissions la maîtriser. Ce K est un monstre terrifiant. Il est pointé du doigt, source de tous nos malheurs. Imaginez-vous, peuple de Démosthène, vouloir vous faire charger de TD à la place du chargé de TD. Calife à la place du calife. Je sais que vous le rêvez tous, de renverser cette classe que vous luttez. La lutte des classes sera sanglante, ardente, inachevée. Voilà que nous avons la charge de la terminer. Enfin, surtout moi, vous vous en foutez. Karl, de son petit nom, proposait un monde plus juste, plus équilibré. Cependant, le capital est comme un squale que nos sociétés actuelles tentent de dominer. C'est le cas de Dino Buzzati, que nous sommes tous, petites gens, les enfants de la barque. Nous pêchons pour subsister, tandis qu'il rôde autour de nous. Tantôt nous accompagnant, ramenons le poisson comme il peut nous l'enlever. Je vais vous prouver qu'on peut convaincre avec autant de banalité. Le cas nous accompagne, il peut nous dévorer, mais il peut également nous guider. En effet, vivant près des côtes, l'apercevoir peut paraître comme une bénédiction. Mais si elle est proche des récifs aussi, écoulée par mégarde n'est plus un risque, mais une certitude lorsque nous ne contrôlons plus notre embarcation.
En plus, je comprends plus rien. En parlant d'embarcation, je me sens coulé par le sujet. Karl Marx, on se boira un verre, un de ces quatre. Et j'ai un compte à régler. Le cas, lui, est toujours là. Je parle pas de moi. Patient, fort, peu connu, l'histoire des crises économiques que nous avons vécues nous rappelle l'histoire de l'USS Indianapolis, ce croiseur de guerre que les requins attaquaient patiemment, suivant ce géant des mers, jusqu'à ce qu'il s'échoue. Lorsque ce fut le cas, ils dévorèrent un à un les membres de l'équipage. Je parle des membres du jury à chaque fois, à chaque épreuve, c'est terrible. Ainsi, il nous rappelle à l'ordre. On n'abuse pas du cas comme cela. Et lorsqu'il est obligé de nous sanctionner, c'est violent. Et c'est toujours les plus faibles qui en pâtissent les premiers. Un peu comme les élèves de première année dans cette faculté. En réalité, toutes les années se font charcler. Je rassure, les premières années, j'échapperai pas. Voyez-vous, Karl Marx est souvent caricaturé en intermondialiste, que l'on regarde d'un air amusé, parfois même moqueur. Un homme à la barbe démesurée, un foutu hippie, avant l'heure, qui rêve d'un monde où l'homme n'est plus un loup pour l'homme. Un foutu hipster avant-gardiste, en somme. À l'heure où le capital est détenu, j'ai vu les mecs du fond avec des barbes qui me regardent avec la haine depuis tout à l'heure. Bien sûr, je vais leur passer un sale quart d'heure après. Surtout s'ils sont à la fac de lettres, je vais me faire régler mon compte. À l'heure où le capital est détenu par une poignée de personnes qui gèrent le monde, 50% des richesses mondiales sont détenues par 1% de la planète. Tout cela a un arrière-goût de communisme. Nous voilà de nouveau dans le bureau de Karl Marx qui dit « Art, non, Engels avait tort. Si l'histoire se répète 2 fois, twice fois, c'est qu'elle est d'abord une tragédie. Ensuite, elle est une farce. » En bref, un Marx et ça repart. Et voilà Marx reparti, comme si tout n'était pas fini. L'homme fumant des pissenlits par la racine, voilà son combat maintenu. Et voici mon contradicteur et moi-même, amenant les jeux du cirque, de la joute oratoire à l'histoire. Nous interrogeons sur de vrais problèmes. Oui, parce que celui du sujet d'avant, on s'en fout. Là, c'est du concret. Et Marx, quoi. À bouffer. Si Marx attaque, c'est contre la société dans son ensemble qu'il s'en prend. Il cherche le mieux pour tous, pour lutter contre cette vision de l'histoire, contre cette stigmatisation des genres. Oui, mon cher Baptiste, vous ignorez pas, tout comme moi, que si les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. L'astre éteint en lui s'est réveillé, cette lutte des classes sera aussi celle de la mixité. L'un dans l'autre, on est toujours au chaud, et l'on tire avec comme seul risque que celui d'enfanter un autre soi. La femme est l'avenir de l'homme, disait Rimbaud. C'est aussi cela tendance à oublier. Là, Marx attaque, ce sera finalement chercher à lutter contre les inégalités, celles qui font que les riches sont plus riches et que les pauvres sont plus pauvres. Une allégorie de la fac, en somme. Nous voilà, étudiants, travaillant, allant de cours en cours, nous cultivant avec ce savoir qui nous est transmis par les professeurs fort généreux en la matière. La seule injustice reste la solution, la notation parfois sévère. N'est-ce pas? Je vous remercie. Cher peuple de Démosthène, cher professeur, cher GTD, petit Papa Noël, moi aussi j'aime citer des personnes qui n'ont rien à voir. Monsieur, vous nous parliez de Wall Street en référence au film Ce soir je serai votre Louvre. Après ce brillant exposé, tout droit tiré de Wikipédia, oui nous avons les mêmes sources, j'ai reconnu vos phrases. Contrairement à vous, je crois en la thèse que je défends ce soir. Il s'appelait Marx. Étudiant en 3e année d'anthropologie, il arborait une large barbe brune dans laquelle il tentait de reproduire l'écosystème amazonien et s'habillait dans un style vestimentaire oscillant entre Nicolas Hulot et Jean-Louis Borloo. Et pourtant, il avait des idées. Mais un jour, sa vie bascula. Biberonné très jeune par l'idéologie communiste, il commit l'irréparable et pénétra dans ces lieux de toutes les damnations, dans cet endroit où la fermeture de son PEL est nécessaire pour prendre un verre, ce lieu que d'aucuns appellent le Mistral. Ce soir, c'était Trotsky parti et tout se passait pour le mieux. C'est alors que l'irréparable se produisit.
sur un slow ravageur de DJ Lénine au platine, il repérait tout à coup celle qu'aucun manifeste ne pourrait jamais lui offrir, Elena Alinovitch. Écoutant alors ce pernicieux conseil, dont nous devrions plus souvent nous méfier, messieurs, il craquait sous la pression de ses potes qui l'encourageaient. « Vas-y Marx, attaque !» La suite, vous la connaissez trop bien. À jamais déçu par la débâcle reçue, il changea du tout au tout. Il coupa ses cheveux, s'acheta des Stan Smith et un MacBook, puis devient chargé de TD en droit des successions. En vérité, je vous le dis, aujourd'hui, il est libre, Marx. Outre le fait de se méfier de ses amis, que nous enseigne cette petite anecdote? Eh bien, comme le dit si bien Camus, le communiste est un individu complexé. Le marxisme ne cherche-t-il pas à doper son ascenseur social par un autre biais que celui de la démocratie, et par là de la méritocratie? C'est parce qu'il craint de ne pouvoir atteindre la réussite qu'il escompte qu'il cherche à mettre en place une nouvelle voie, celle de l'égalitarisme liberticide. Moi non plus, je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais comme il avait dit en première année. Il gomme l'indistinction entre les individus, mais pas au nom de l'égalité des chances. Il les sacrifie sur l'autel de son incapacité à accepter son incomplétude et son imperfection. Comment reconnaît-on un communiste? C'est quelqu'un qui lit Marx. Comment reconnaît-on un anticommuniste? C'est quelqu'un qui a compris Marx. Ainsi, qu'est-ce que le marxisme? Vous le savez peut-être, et si c'est peut-être, c'est que vous n'en êtes pas sûr, mais le marxisme est une théorie. Cette infaillible collectivisation des ressources, qui est Wikipédia, nous en donne les mots-clés. Lutte. On attaque soft, après ça se complique. Aliénation, prolétariat, et alors là c'est le pompon sur la cerise, fétichisme monétaire. C'est quand même un sacré programme, on a l'air d'autant s'amuser qu'à la galette des rois de l'Institut Portalis. Laissez-moi maintenant vous donner ma définition du capitalisme. C'est Joule qui nous la livre, en chantant son hédonisme, le cœur battant, sort le crosse-volet pétard en biais violet. Vous voyez finalement ce qui nous oppose, mon cher contradicteur, c'est que vous êtes la théorie, je suis la pratique, vous êtes l'ancienneté, je suis le sexy, vous êtes De Fontenay, je suis Monica Bellucci. En sus, j'aime bien ce mot, Marx critique le capitalisme et nous livre dans Le Capital cette impérieuse sentence: la propriété privée est si bornée qu'un objet n'est nôtre que lorsque nous le possédons. Mais encore heureux que nous soyons propriétaires de ce que nous avons. Allez voir un étudiant à une semaine des partiels à la BU et dites-lui que vous êtes désormais l'heureux propriétaire de ses fiches. Vous verrez si l'Empire ne contre-attaque pas. Alors que Marx ne vend la propriété qu'un facteur d'aliénation, Locke nous rappelle qu'au contraire, la propriété de soi et la propriété des biens sont étroitement liées, et que par conséquent, c'est justement la sauvegarde des libertés qui en dépend. Ce à quoi Proudhon surenchérit dans Théorie de la propriété que selon lui, le bien matériel est le seul moyen de résister à la communauté. Cette communauté qui viole l'autonomie de la conscience. La propriété, notre bien donc, est le contrepoids de l'autorité publique et de la toute-puissance de l'État. Ces incohérences sont telles qu'elles vont d'ailleurs donner naissance à un contre-courant, celui qu'on appellera le marxisme critique. Mais ce courant ne verra jamais le jour. Pour quelle raison? À cause de la nomination marxiste autoritaire qui s'évite à l'époque. C'est ce fameux terme « attaque » tel qu'il est libellé dans le sujet que nous défendons. C'est cette violence qui vient fonder l'infertilité du communisme. Allons un peu plus loin. La collectivisation, la mise en commun des ressources. Moi je suis d'accord, pourquoi pas, mais allons au bout du processus. Collectivisons nos copines dans ce cas-là. Je m'en fous, je viens de me faire larguer, c'est pas chez moi que vous irez labourer votre champ. Hein. Les classes sociales alors. Mais le vrai swag social, c'est pas plutôt quand votre patron vient vous voir avec sa nouvelle voiture et vous dit « Si tu travailles bien, si tu te fixes des objectifs, si tu es déterminé, que tu travailles beaucoup, je pourrais m'en acheter une encore plus belle l'année prochaine. » Vous le voyez, il y a une dichotomie criante
entre la théorie et la pratique. Bien sûr que le marxisme peut être une utopie séduisante, comme l'est le monde des Télétobies. Mais une telle théorisation, qui se voudrait prophétique, parce qu'elle veut s'appliquer à l'ensemble d'un corps aussi imprévisible qu'une société, est inatteignable et vouée à l'échec. Einstein nous dit d'ailleurs avec humour que la théorie, c'est quand ça ne marche pas, mais qu'on sait pourquoi. La pratique, c'est quand ça marche, mais qu'on ne sait pas pourquoi. Ainsi, quand la théorie rejoint la pratique, ça ne marche pas et on ne sait pas pourquoi. En somme, monsieur, vous êtes un peu un étudiant devant une copie de contentieux administratif, vous ne savez rien. Alors moi, je vous propose un autre modèle, qui n'est pas parfait, certes, mais qui a au moins l'avantage, celui de promouvoir la méritocratie. Marx lui-même est face à cette contradiction, lorsqu'il nous dit « à chacun son mérite, à chacun selon ses besoins ». Mais qu'est-ce sinon une théorie méritocratique? Les étudiants en droit sont bien placés pour savoir. Des crises de nerfs pendant un mois, ulcères, anxiété, névrose, guronzan, Prozac, pour finalement avoir le même salaire que nos petits voisins qui peignent sur des pots de yaourt en art plastique. Marxiste, c'est trop tard, même ta vie est un contrat, c'est Rousseau qui l'a dit, baisse les yeux, ferme-la. Cicéron disait sumum ius, sumum injuria. Ricardo rajoute, je suis libéral, prends mon doigt. Tu crois faire la philosophie éloquente en disant que le fric t'en veut pas, mais à quoi ça te servira quand tu pointeras au Pôle emploi? Alors quelle réponse nous apportez-vous? La violence. Mais qui prendra les armes? Les voisins du dessous, les marseillais de la fac de lettres? Mais qu'ils viennent coller leurs affichettes, qu'ils montrent l'état de leur belle fac et qu'ils nous montrent ainsi que leur système est performant. Qu'ils se soulèvent ce côté est du mur de Berlin et que les ordres marxiens viennent nous envahir avec Besancenot sur son petit vélo. Alors les juristes, en un seul front uni, les accueilleront et leur diront ceci: tout ce que votre affront mérite, c'est une violente cassation. Comptez pas sur nous pour liquider votre succession. Alors, plutôt que la violence, préférons la démocratie, faisons une élection, offrez-moi votre gouvernement, je vous propose le mien, en Premier ministre, moi. À la culture Donald Trump, au ministère du Travail Thatcher, à la défense Bush, à la justice Tapi, et bien sûr au budget Balkany. Ainsi, mon cher contradicteur, si votre credo est manifestement « I'm in love with a co-communiste », je préfère pour ma part parodier Néron en un sanglot. Puissais-je de mes yeux y voir tomber ce foudre, voir ces maisons en cendres et ces lauriers en poudre, voir le dernier coco à son dernier soupir, moi seul en être cause et mourir de plaisir. Merci. Travailleurs, travailleuses, je vais vous livrer une réalité. En effet, demander à notre cher Baptiste de jouter, c'est un peu comme demander à un candidat de télé-réalité de répondre à une question pour un champion. Au fait, les Télétobies, c'est quand même sympa. Une espèce de petit être drogué, ça fait rêver. Concernant ma note en droit administratif, demandez à monsieur Jean-Claude Ritchie, j'ai réussi. J'arrive, non? Ça arrive. Au fait, mon cher Baptiste, évite trop les citations, ça te fait surtout passer pour une sale contrefaçon. Tu veux être mon Premier ministre, je te rappelle qu'il est le bail le plus précaire de Paris. Et le problème de la communication, c'est l'illusion qu'elle entretient. Mon cher Baptiste, le problème de ton passage, c'est l'absence de réalité. Baptiste, tu es surtout notre candidat de télé-réalité, ce bachelor de la pensée. Marx n'est pas qu'un chargé de TD, avec des Stan Smith et un Mistral complètement bourré, il est aussi un philosophe de la pensée. Apprends-le pour tes prochaines années. Si Marx sacrifie sur l'autel des inégalités, je tenterai de te sacrifier sur l'autel de la stupidité. Démosthène, ça fait souffrir, donc on se fait plaisir un peu comme on peut. Hein. Voilà. Alors, jouler, c'est bien, jouter, c'est mieux. Heureux sont les propriétaires, mais tu n'en es que le locataire de ta pensée. Si l'absence du fond était un appartement, tu en serais un locataire permanent. Oui, ce soir, c'est un rap contenders. Demander à Marx d'attaquer, c'est comme inviter Mélenchon sur un plateau télé.
Une brillante idée qui fait toujours beaucoup d'effet. Lorsque le communisme est aux abois, Marx arrive sur son cheval de Troie, prêt à envahir le capitalisme en son sein. La finance n'a qu'à bien se tenir. C'est par derrière qu'elle prendra les coups, les couteaux dans le dos qu'elle mérite. Le peuple est là. C'est les mecs qui se sont réveillés quand ils écrivent. Comme Beckett l'a pensé, et à défaut d'attendre Godot, il attend Karl et sa pensée. Celle qui sauvera l'époque parce qu'il saura la défaire et l'entraver de son épée. Marx, au fond, c'est un chevalier de la table ronde. Tous égaux dans l'adversité, tous beaux dans la diversité, ils pourfont l'inégalité. Nous avons tous besoin des rêveurs tels que lui, ainsi va la vie. La Russie lui va si bien au teint. Karl sait qu'il fait froid pourtant, que les gens se tuent à coups de vodka pour oublier. Mais la misère, il la sublime sans avoir l'air, juste pour se complaire dans son idéalisme chronique, et convaincre à coups de répliques que le pouvoir et la domination, ce n'est pas automatique, quel que soit le calibre du type. Il n'y a que les lâches pour porter des calaches, chargés pour faire passer une idée, tuer pour gagner. Quand Marx attaque, il peut le faire sans les dents. Un peu plus, et ce serait du Molière. Juste ce qu'il faut d'incisif avec une teinte de romantisme. Hommage au sujet précédent. Quand Marx attaque, il résiste. Mais comme tous, il a voulu se faire beau voir, et Simone l'a convaincu que les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Et l'astre éteint en lui s'est réveillé. Qu'importe cette lutte des classes, ce sera celle de la mixité. L'un dans l'autre, on est toujours au chaud, et que l'on tire avec comme seul risque que celui d'être enfanté, on a tous un peu de Marx en soi. Je vous remercie. C'est bon, t'as fini? La dernière personne qui m'a gueulé dessus comme ça, c'est ma copine, alors je suis un peu ému. Votre argumentation ne tient pas debout, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Alors oui, c'est difficile d'avoir raison, mais pourtant ce soir c'est le cas. Vous me demandez de jouter, mon cher contradicteur, eh bien, soit je vous jouterai dessus. Je passerai sur les attaques personnelles, monsieur l'adjoint au maire. Au vu de vos propos, c'est pas Marx qui va attaquer Mémaris. Je suis content, on a commencé par citer du Marx, on finit en citant du Daligo. À ce rythme-là, je suis agrégé de droit dans un quart d'heure. Je vous sens sur le départ pour un pays lointain, où le marxisme n'est plus en voie d'extinction, mais je n'ai qu'une chose à vous dire, n'y va pas. Il y a des tempêtes et des naufrages, des communistes et de l'espionnage. N'y va pas, reste près de moi. Alors oui, Marx a déjà attaqué. Avec sa barbe et ses lunettes rondes et sa chemise de bûcheron, c'était un hipster avant l'heure, assurément. Ils sont parmi nous, ces aliénés, aliens, ce sont les bobos, qui manifestent pour nous imposer le quinoa à la cantine, si ça leur fait plaisir, mais par pitié que leur invasion se limite à cela, car ils seront encore et encore repoussés. Car oui, si Marx veut attaquer, en revanche, il ne sait pas se défendre, et ce n'est pas faute de pratiquer les arts martiaux. Et d'ailleurs, si l'on regarde le sujet, faut-il que Marx attaque? Mais à qui ce « il » s'adresse-t-il? Si c'est à Marx lui-même, alors bien sûr, c'est le seul moyen pour lui de tenter de recouvrir ce pouvoir auquel il a toujours aspiré. Mais alors, les armes ne seront qu'un piètre moyen pour y parvenir. Avez-vous jamais vu la planète Marx? C'est désertique. Quelles seront alors ces armes? Se battre avec quoi? Des cailloux? Et nous accueillerons avec des petits bâtons, et tant qu'on y est, jouons aux gendarmes et aux voleurs, et finissons par un trap-trap bisou pour finir en beauté les hostilités. En revanche, si ce « il » dans le sujet s'adresse à la société, au sens de « pour l'intérêt général, faut-il que Marx attaque ?» Alors arrêtez. L'histoire vous l'a montré, les différentes civilisations refusent votre utopie marxienne. C'est comme un râteau, mon cher contradicteur, quand on dit non, c'est non, pas la peine d'insister. Arrêtons ce harcèlement idéologique. N'est-il pas d'ailleurs finalement assez ironique pour un homme qui disait de la religion qu'elle est l'opium du peuple, d'avoir créé lui-même un culte de la personnalité qui se rapproche en tout point, où il serait le prophète, l'apôtre, l'âne et le bœuf réunis? 100 ans plus tard, ces camés de cette basse philosophie nous reviennent incessamment, à intervalles réguliers, pour quémander leur dose. Et quand on leur refuse ce que l'on sait être un mal dévorant pour eux, alors ils se fâchent et parlent d'attaque. Ce soir, mon cher contradicteur,
appelez-moi maman, si vous le voulez, ce n'est d'ailleurs pas sans me déplaire, et je vous dirai avec une sévérité pleine de compassion au piquet. Je vous rappellerai d'ailleurs cette superbe phrase de Sartre, dans la mesure où il permet une action cohérente, dans la mesure où des millions d'hommes et de femmes y trouvent un espoir et l'image de leurs conditions, le matérialisme capitaliste doit renfermer indubitablement une part de vérité. Car oui, le marxisme revient à intervalles réguliers. Dès que les pays connaissent des tourments politiques, économiques, sociaux, alors dans la panique générale, les extrêmes sont favorisés, et tel le phénix, le marxiste renaît de ses cendres. Podemos, Syriza, Mélenchon, peut-être pas Mélenchon, autant de projets pourtant louables qui n'ont pas su s'adapter à la modernité. Quelle est la différence entre le PC et le Beaujolais nouveau, disait Coluche? Le Beaujolais est certain de faire 12,5%. Qu'est-ce que j'y peux si à ce jour tu m'as pas convaincu? Tu pousses, mais la politique c'est pas la muscu. Et pourtant les invasions se succèdent. Que dire des hordes de communistes chinois qui hantent nos villes, nos monuments, nos cafés? Pardonnez-moi, mais je ris jaune. Quand je les observe avec leur perche à selfie se fondre dans la masse en imitant notre style vestimentaire. Alors, mon cher contradicteur, je vous le dis une dernière fois, arrêtez avec vos idées dépassées et votre instinct belliqueux. Car n'oubliez pas ce que disait Lao Tse, c'est en voyant un moustique se poser sur ses testicules que l'on réalise que l'on ne peut pas tout régler avec la violence. Donc, je vais poser une question à chacun, en commençant toujours dans l'ordre par M. Lefebvre. Oui, il faut que Marx s'attaque, mais moi j'ai peur qu'il gagne, et s'il gagne, est-ce qu'on va pas être tous obligés de porter la barbe? C'est ce qui me fait peur. J'ai une citation qui me vient sur les barbus, mais je me tairai. Mais, vous savez, c'est quand même sympa la barbe. Ça plaît, parfois, souvent, parfois jamais, mais c'est quand même sympa. Ça a du charme, je vous l'assure. Merci. Monsieur Daligo, est-ce que vous ne pensez pas que vous avez déjà cédé le terrain à Marx? Parce que vous avez laissé pousser la barbe. Bien, monsieur, c'est un test capillaire. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je m'étais fait larguer. Du coup, je tente d'innover, et innovons jusqu'au bout, puis ce soir c'est Démosthène, tout est perdu, tout est permis, 06 63 27 34. Donc, merci à tous les deux. Donc, j'ai deux questions pour chacun d'entre vous, une un peu sérieuse, une un peu plus légère. Tout d'abord, monsieur Lefebvre, vous mentionnez que l'homme n'est plus un loup pour l'homme, mais juste avant, vous mentionnez que les faibles se font manger. Mais n'est-ce pas le propre du loup de manger les plus faibles? Je réponds en deux parties, deux sous-parties. Introduction. Sinon, je me serais déjà fait manger. Alors. Vous venez de me manger. Seconde question beaucoup plus légère. Est-ce que votre style vestimentaire était fait exprès pour plaider votre cause, puisque votre camarade tout à l'heure nous a mentionné que Marx était proche de Nicolas Hulot? Réaliste. Non, en réalité, pour approcher Marx, hier soir, j'étais complètement bourré. J'ai oublié ma cravate dans mon scooter, ma veste à la BU, mon portefeuille au Crous, si quelqu'un peut le récupérer. Donc non, c'était pas fait exprès, mais parfois, les meilleures préparations, les plus improvisées sont parfois les mieux. Donc maintenant, monsieur Daligo, puisque vous mentionnez les apôtres, l'âne, etc., pensez-vous que Marx aurait approuvé la citation de Saint-Just qui dit que la révolution s'arrêtera qu'à la perfection du bonheur? Vous êtes très très philosophe ce soir. La seconde sera plus légère.
C'est un jus, comme le jus. Que disait donc Saint-Just? La révolution s'arrêtera qu'à la perfection du bonheur. C'est parfaitement dit, je vous félicite. Et ensuite, question plus légère. Puisque vous mentionnez qu'il faut chercher à doper son ascenseur social, un petit peu plus tard, vous mentionnez le Prozac, etc. Mais j'avais cru comprendre que c'était plutôt le Viagra qui dopait l'ascenseur social. Écoutez, pour avoir longtemps essayé la promotion canapé auprès de mes chargés de TD, et au vu du fait que j'étais lamentablement refoulé pour cette 3e année, je crois que la promotion canapé, du moins en fac de droit, n'est qu'un piètre moyen pour parvenir à ses fins. Néanmoins, nous pouvons ce soir avec vous retenter la chose. Alors, une question pour M. Daligo, pour en rester au chapitre des queues. Est-ce que vous ne pensez pas que finalement, fatalement, au lieu de se prendre le pied dans le tapis avec sa théorie, Marx devait finalement se marcher sur la queue parce que Marx fut l'ami? C'est une question sérieuse. C'est une question sérieuse, ma réponse le sera tout autant. C'est fort peu connu, mais Marx était boiteux, il ne savait donc pas marxer. Alors de là à sauter comme le marsupilami, monsieur, je crois que votre question est un peu indécente et en sa mémoire ce soir, je peux pas. Quand un monsieur Lefebvre, vous auriez pu nous parler, puisque vous défendiez la thèse, que Marx, nous dire plutôt que Marx avait déjà attaqué. Enfin, il a produit des fleurons magnifiques, et c'est votre contradicteur qui en a cité un, l'ineffable Mélenchon, et puis l'ineffablesse, égalité oblige, Arlette Lavilliers, travailleur. Vous n'avez fait aucune allusion à ces deux magnifiques personnages qui sont aujourd'hui la production ultime, pour l'instant, de Karl Marx. Tous ces personnages que vous venez de citer sont pour moi des contrefaçons, des produits dérivés, en réalité, de ce capitalisme exacerbé. Jean-Luc Mélenchon surfe sur la vague, sans être totalement sincère, avec la véritable pensée de Marx. D'ailleurs, personne n'a été véritablement fidèle à ses idées, n'en déplaise à certaines personnes, mais c'était bien le sujet de ce soir. Et que dire alors de M. Hollande, qui pendant les 20 premières années de son appartenance au PS, appartenait à un parti politique dont les statuts rappelaient que le Parti socialiste avait pour mission de mettre en œuvre la doctrine de Karl Marx, ce qu'on voit tous les jours aujourd'hui. Moi, président de la République, j'ai changé. Monsieur le Président, puisqu'on y est, on a parlé de petites classes. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, Marx, c'est la classe? Quand même, c'est quand même plus stylé d'arriver désapé et complètement débraillé, et c'est sympa. Bon. Alors, à Monsieur Dadigo, on a parlé de Wall Street. Et Marx a-t-il craqué? C'est succinct comme question, hein? C'est fiscaliste. Marx a-t-il craqué comme un Mars? Marx a-t-il craqué? Attendez, 2 secondes. Mon parti m'interdit de répondre à cette question. Et aux deux, et si c'était pas Karl? Si c'était Groucho?
si vous n'étiez pas garde, c'est la Lagerfeld, monsieur, tout simplement. À toi. Je me fais. Je te donne la mienne. Bon, alors j'en ai une autre et beaucoup moins drôle. Pour Monsieur Lefebvre, si Marx gagne, est-ce que finalement il n'aura pas perdu? Puisque les utopies sont mobilisatrices. Et s'il gagne, l'utopie est réalisée. Que pourra-t-il mobiliser? Bonjour l'ambiance. Hein. Je vais mobiliser ma pensée. 2 minutes. C'est le problème de l'utopie mobilisatrice. Marx n'est-il qu'une utopie mobilisatrice? Non, mais à l'utopie mobilisatrice succède la volonté constante de figer sa pensée et de la maintenir. Un peu comme la barque dans laquelle je me trouve. C'est ça, au fond.